Bonjour Maryam. Bonjour Rachid. Alors on va s'intéresser, en tout cas c'est la presse qui s'intéresse, au prix de l'huile d'olive qui a battu des records, on sait, l'année dernière notamment, et on nous promettait des prix bien plus bas cette année. Alors qu'en est-il ? Alors effectivement, on nous l'avait promis, après 2 années de flambée, le prix de l'huile d'olive devait enfin baisser. Alors est-ce que la promesse a été tenue ? Selon tel quel, les chiffres sont impressionnants. Le Maroc a réalisé une récolte record, plus de 3,57 millions de tonnes d'olives, soit 38% de plus que l'an dernier, du jamais vu. Et logiquement, quand il y a beaucoup d'olives, le prix de l'huile baisse. Mais dans les marchés, le litre qui frôlait 120 dirhams est aujourd'hui autour des 70 dirhams en moyenne, parfois 50, parfois 80 selon les régions. Une baisse qui peut aller jusque 60% donc. Et pour de nombreux foyers, c'est un vrai bol d'air. Mais voilà, l'histoire ne s'arrête pas là parce que le matin raconte l'envers du décor. Malgré cette abondance, les producteurs manquent de bras, pas assez d'ouvriers pour récolter et les salaires grimpent parfois jusque 400 dirhams par jour. Rachid Benali, président de l'interprofessionnelle marocaine de l'olive, résume le problème en une phrase qui interpelle. On va devenir comme les pays européens, sans ouvriers ou avec une main-d'œuvre très chère. Il évoque même une réalité très concrète. Certains jours, entre le froid, la pénibilité et les matchs de football, oui, c'est une vraie raison évoquée par Rachid Benali. Même si les ouvriers préfèrent parler de conditions de travail difficiles, ces derniers ne viennent pas. Résultat, si les olives ne sont pas ramassées à temps, une partie de la récolte peut tout simplement être perdue. Et puis, il y a une autre ombre au tableau, la fraude. Le 360 révèle que l'ONSA a saisi 9 tonnes d'huile d'olive non conforme et transmis 58 dossiers à la justice. De l'huile issue de résidus vendue comme de la vraie huile d'olive vierge. L'alerte est claire, des prix trop bas, pas d'étiquette, pas de traçabilité. Ça doit nous alerter. Et l'Office appelle les consommateurs à donc être vigilants. Alors oui, les prix baissent, c'est une réalité. Oui, la récolte est exceptionnelle et l'huile d'olive est effectivement moins chère aujourd'hui. Mais la vraie question, c'est est-ce que ça va durer ? C'est la grande question. En tout cas, on surveille de près les prix de l'huile d'olive parce que c'est fondamental. On ne peut plus se passer de ce plaisir. Non, on peut plus s'en passer. Et à ce prix-là, en plus. Effectivement. L'Afrique est vigilante et se demande même comment empêcher les produits toxiques d'entrer sur le marché continental. Et on va commencer avec une réalité assez dérangeante. Ce que l'Europe interdit chez elle, elle continue parfois à le vendre ailleurs. Et ailleurs, c'est souvent l'Afrique. Et selon le 360 Afrique, qui relaie les résultats du rapport Poison for Profit, le poison pour le profit en français, indique des pesticides jugés trop dangereux pour les champs européens qui continuent d'être fabriqués en Europe puis exportés légalement vers l'Afrique. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. 122 000 tonnes de pesticides interdits exportés par l'Union européenne en 2024 et parmi eux 44 produits extrêmement dangereux. Et sur ce total, près de 9 000 tonnes ont fini sur le continent africain. Kenya, Côte d'Ivoire, Soudan et même parfois le Maroc. Et sur le terrain, un ouvrier agricole kényan résume la situation crûment. On mélange les produits, on pulvérise et ensuite on s'en remet à Dieu. Tout est dit, mais le problème ne s'arrête pas au champ. Daily Maverick révèle qu'en Afrique du Sud, du lait infantile Nestlé a été retiré en urgence des rayons. En cause, un risque de contamination par une toxine pouvant provoquer vomissements et douleurs abdominales. Le lot concerné, produit en juin 2025, fait partie de la plus grande campagne de rappel jamais menée par Nestlé. Plus de 800 produits, 25 pays, 10 usines. Et d'ailleurs, le patron de Nestlé a présenté ses excuses hier publiquement au monde entier. Ce rappel aussi ravive une polémique plus ancienne. En 2024 déjà, une ONG révélait que Nestlé vendait en Afrique des produits pour bébés beaucoup plus sucrés que leurs équivalents européens. Alors la question se pose, comment l'Afrique peut se protéger ? Kenya News explique que l'Organisation africaine de normalisation, l'ARSO, accélère le chantier des normes communes africaines. L'idée est simple, presque évidente. Si un produit respecte une norme africaine harmonisée, il peut être vendu partout sur le continent sans être recontrôlé à chaque frontière. Aujourd'hui, ce sont 2440 normes qui ont déjà été harmonisées dans 15 secteurs clés. Le message est donc clair, on ne veut plus subir des règles d'autres pays, on fixe cette fois les nôtres. Et au niveau régional aussi, les lignes bougent. Selon Agence Ecofin, le tarif extérieur commun de la CEAC-CEMAC est entré en vigueur au 1er janvier 2026. Des droits de douane harmonisés de 0 à 40% pour mieux filtrer les importations et renforcer les échanges entre les pays d'Afrique centrale. Objectif, créer un espace économique plus cohérent de près de 200 millions de consommateurs. En somme, l'Afrique commence donc à reprendre la main en harmonisant ses normes, en renforçant ses règles pour mieux protéger ses citoyens.
La presse se penche aussi sur les raisons de la colère en Iran. Ce n'est plus une surprise, en Iran, la rue gronde, c'est plus qu'une révolte, on parle même d'une révolution dont le coût humain est grand. Mais d'où vient cette crise? L'Orient le jour nous répond en résumant la situation en une idée simple: le quotidien est devenu invivable. Tout démarre fin décembre par une contestation économique. L'inflation dépasse les 50%, l'un des taux les plus élevés depuis 1979. La monnaie s'effondre jusqu'à 1,4 million de rials pour $1 contre 770 000 il y a un an. Les prix explosent, le pain, le lait, le fromage deviennent hors de portée, la viande un luxe, toutes les classes sociales suffoquent. Mais comme l'explique le New Statesman, ce mouvement ne parle pas que d'argent, il parle de pouvoir. Les anciens soutiens du régime, dont les commerçants, les classes moyennes, les intellectuels, se sentent marginalisés par un système dominé par des structures proches des gardiens de la Révolution. Une élite s'enrichit et affiche sa richesse pendant que la majorité s'appauvrit. Et surtout, quelque chose a changé. La peur recule et avec la légitimité morale du régime. Et la Deutsche Welle rappelle une chose essentielle: l'Iran n'est pas un pays comme les autres sur l'échiquier mondial, il est stratégique, très stratégique. Pourquoi? Parce qu'il contrôle une zone clé pour le commerce mondial de l'énergie, qu'il possède d'immenses réserves de pétrole et de gaz et qu'il reste au cœur de nombreuses tensions au Moyen-Orient. Officiellement, le régime explique la colère dans les rues par des complots venus de l'étranger, notamment des États-Unis ou d'Israël. Mais selon l'article, cette lecture arrange surtout le pouvoir. Accuser l'extérieur permet d'éviter une chose beaucoup plus délicate pour lui: ouvrir un vrai dialogue avec sa propre population. Mais telle qu'elle pose tout de même cette question frontale: ce qui se joue aujourd'hui en Iran, est-ce que c'est une simple révolte, une vraie révolution ou un scénario instrumentalisé de l'extérieur? Et la réponse de l'article est assez nette. Réduire ce qui se passe à un complot étranger, c'est passer à côté de l'essentiel. Sur le terrain, rappelle tel quel, la colère est profondément iranienne. Elle ne date pas d'hier, elle s'est construite sur des décennies de verrouillage politique et d'isolement international. L'effondrement économique n'a fait qu'à améliorer une rupture déjà bien entamée entre le régime et la société. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 15 janvier 2026. Quel autre 15 janvier retenons-nous dans l'histoire? Alors, je vous emmène au 15 janvier 1929, où naît à Atlanta un homme qui va marquer l'histoire des États-Unis et bien au-delà: Martin Luther King Jr. Pasteur, il devient dans les années 50 et 60 la grande voix du mouvement des droits civiques. Son combat est clair: mettre fin à la ségrégation raciale, non pas par la violence, mais par la désobéissance civile pacifique. Et en août 1963, devant plus de 250 000 personnes à Washington, il prononce un discours devenu universel: I have a dream. Plus qu'un discours, c'est une vision, celle d'une société où l'on ne juge plus un homme à sa couleur de peau, mais à la valeur de son caractère. Ce combat lui vaut une reconnaissance mondiale. Il reçoit le prix Nobel de la paix en 1964, mais aussi des menaces constantes. Et le 4 avril 1968, il est assassiné à Memphis alors qu'il soutenait une grève des boueurs. Il avait 39 ans. Et près de 60 ans plus tard, son histoire continue de battre. En 2025, plus de 230 000 pages d'archives sur son assassinat ont été déclassifiées par l'administration Trump, réouvrant interrogations, blessures et mémoires encore vives. Martin Luther King n'a pas seulement eu un rêve, il a laissé une exigence, celle d'une justice qui ne dépend ni de l'origine, de la couleur de peau, ni du temps qui passe. Merci beaucoup, Valérie Mkoukaïna, pour cette revue de presse très très complète.